Nous allons écouter notre troisième intervenant pour ce second panel. Je ne sais pas s'il est déjà connecté. Ce matin, je l'avais vu, là, j'ai pas le temps Oui, de je suis là. re-regarder. J'espère que vous m'entendez. D'accord, voilà, merci. Merci beaucoup. Et surtout, je suis un peu embêtée car j'ai peur d'écorcher votre nom de famille. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Bertrand Van Ruymbeck. Je Très ne sais pas bien. si j'ai bien prononcé. Parfait. Ah, mon Dieu, super, merci. Donc, qui nous rejoint et qui nous montre combien nous restons à la croisée des mondes, à la croisée des espaces et des aires linguistiques, puisque vous êtes professeur en civilisation américaine, je vais dire nord-américaine, à l'université de Paris 8. Et vous avez même travaillé hein, dans des universités américaines et aussi en rapport avec l'ambassade des Pays-Bas, ce qui vous a même permis de cofonder un journal, me semble-t-il, à cette occasion que vous pourrez peut-être présenter. Je ne sais pas si vous allez en parler. En tous les cas, vous êtes un spécialiste je dirais, de l'histoire, de la naissance de l'Amérique du Nord. Vous avez d'ailleurs coécrit un ouvrage en 2008 sur cette thématique et vous avez publié en 2018 l'histoire des États-Unis de 1492 à nos jours. Mais pour la présentation de maintenant, ce sera un petit peu plus resserré puisque vous allez nous parler de l'Amérique du XVIIe siècle et de comment on a cherché à la vendre entre tromperies et multiples attentes. C'est moi qui ajoute le multiples attentes et je vous donne la parole et je vous remercie. Merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Effectivement, je vais vous parler ce qu'on appelait des imprimés de propagande. En anglais, on disait promotional pamphlets. C'était des documents qui ont été publiés à la fin du XVIIe siècle pour faire venir des colons. Et avec un soupçon d'anachronisme, on pourrait les qualifier de publicité mensongère, mais en fait, on va voir que c'est plus compliqué que ça. Alors, mon texte est sur écran, donc j'espère que je ne vais pas vous embêter, mais je vais le lire direct. Voilà. Alors, donc, à l'inverse de la France, de l'Espagne et du Portugal, l'Angleterre n'a jamais exercé de contrôle sur les flux migratoires et sur une éventuelle sélection de migrants vers ses colonies américaines. Donc, les propriétaires de colonies, qui avaient obtenu une charte de la monarchie, devaient recruter eux-mêmes des colons, anglais, écossais, irlandais ou du continent, et pouvaient le faire en toute liberté à partir du moment où ceux-ci étaient protestants. Or, sous la restauration des Stuarts, donc précisément entre 1663 et 1681, 6 colonies furent fondées en Amérique du Nord, les 2 Carolines, la Pennsylvanie, ou conquises aux Néerlandais, soit les 2 Jersey, parce qu'à l'origine, il y avait un East et West Jersey qui ont été réunis en New Jersey en 1702, et la colonie de New York. Toutes ces colonies eurent besoin de colons dans les mêmes décennies, et pour les recruter, leurs propriétaires orchestrèrent de véritables campagnes de promotion, en fait de propagande. Leur mission était de faire connaître leur colonie, souvent au détriment des autres, et de capter une partie des flux migratoires vers l'Amérique du Nord et de combattre la très mauvaise image dont souffrait en Europe la vie coloniale aux Amériques. Parallèlement, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, en France donc, jeta plusieurs milliers de protestants français sur les routes du nord de l'Europe. Donc, ma communication porte sur ces campagnes de propagande, soit comment les seigneurs de Caroline et William Penn, donc les propriétaires de ces 2 colonies, essayèrent de recruter ces réfugiés français en publiant des imprimés dont les auteurs n'hésitaient pas à mentir et à déformer, voire fausser la vérité, afin de diffuser une image agréable et attrayante de l'Amérique. Alors d'abord quelques chiffres. Entre 1670 et 1700, à peu près 200 000 protestants français, peut-être un peu moins, peut-être 180 000, s'exilent hors de France. Comme c'est une migration clandestine, hein, les protestants ne furent pas expulsés de France, mais au contraire, la migration était interdite. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres très précis. Donc, la grande majorité d'entre eux, par choix, en pensant à un éventuel retour, parce que c'est un fait migratoire bien connu, qu'on espère toujours revenir dans le pays,
ou par simple nécessité, s'installèrent dans des pays ou des villes proches des frontières du royaume. Alors, ça pouvait être le long de la vallée du Rhin, ou en Suisse, ou en Angleterre, ou aux Provinces-Unies. Et ces lieux accueillirent la masse de ces réfugiés. D'autres, pourtant, continuèrent leur route jusqu'à la Prusse, l'Irlande et même l'Amérique du Nord, où s'installèrent autour de 3000 protestants français. Or, traverser l'Atlantique représentait un véritable défi. Il fallait choisir une destination, trouver un navire et financer le voyage. Une fois en mer, la traversée était rarement paisible. Mauvais temps, tempête, voire même naufrage, maladies, pirates, rencontre de vaisseaux français et l'avarice ou pire l'incompétence d'un capitaine de navire étaient autant de menaces potentielles. La réfugiée Judith Giton, qui fuit l'Ardèche pour la Caroline du Sud en 1684 à l'âge de 19 ans et qui a écrit une lettre, ce qui était très rare pour une femme réfugiée à cette époque, c'est déjà rare pour les hommes mais encore plus pour les femmes, raconte à l'un de ses frères restés en France sa traversée épique de l'Atlantique. Alors, après avoir séjourné 3 mois à Londres pour attendre un vaisseau prêt pour la Caroline, elle perdit sa mère qui mourut en mer de la Scarlatine et dut faire escale aux Bermudes pour, écrit-elle, raccommoder notre vaisseau à cause d'une grande tempête où nous fûmes bien maltraités. Là, le capitaine ayant fait quelques friponneries, fut mis en prison et le vaisseau saisi. Judith et son frère durent travailler pour pouvoir payer leur passage à Charleston, donc des Bermudes à Charleston, en Caroline, et ils atteignirent leur destination après un périple depuis leur sortie de France long de 5 mois. Pour les Huguenots menacés d'être envoyés de force outre-Atlantique, l'Amérique, terre de déportation, rebute, voire effraie, même si une fois de l'autre côté de l'océan, comme le confirme Étienne Serre, déporté en Martinique en 1686, ils pouvaient vivre librement sans même avoir à se convertir, car la monarchie souhaitait se débarrasser de ses opiniâtres sans en faire des martyrs. Ainsi, un Cévenol, emprisonné à Montpellier et menacé en 1720 d'être envoyé au Mississippi, c'est-à-dire en Louisiane, écrit à son cousin, ancien galérien établi à Genève, qu'il estimait, je cite, « le sort des galères, quoique dur, préférable à celui de l'éloignement en Amérique ». Même pour Judith Giton, qui émigra librement, même si ceci est très nuancé, parce que dans sa lettre, elle explique qu'elle est obligée par son frère aîné à partir en Amérique. Enfin, elle n'y fut pas déportée officiellement. L'Amérique fut une terre d'épreuves, puisqu'elle n'y connut que, je cite, « toutes sortes d'afflictions, maladies, pestes, famine, pauvreté, et dut travailler, je cite, la terre comme une esclave, avant que, écrit-elle, Dieu ait eu pitié de moi et ait changé mon sort à un plus heureux. » Donc, si l'Amérique fait indubitablement rêver certains réfugiés, comme le frère de Judith, qui n'avait que la Caroline en tête, je cite, du fait de la lecture d'imprimés, elle ne manque pas de faire craindre les pires maux chez d'autres. Avec ce renversement de valeurs, l'Amérique devant être un asile pour les opprimés, une terre où tout semble possible, la terre de toutes les promesses, et comme l'écrit Jean Delumeau dans son Histoire du paradis, tout en se trouvant aussi être un lieu d'exil et de souffrance, nous tenons ici l'un des paradoxes de son image. Donc, les imprimés de propagande publiés par William Penn et les seigneurs propriétaires de Caroline du Sud, ils étaient 8, et un texte d'un réfugié qui s'appelle Durand du Dauphiné, tout simplement, sur la Virginie et le Maryland, qui est le seul récit de voyage de l'Amérique rédigé par un Français dans les années 1680, permettent de saisir comment les colonies anglaises étaient décrites et perçues dans ces années. Alors, William Penn, dans l'histoire états-unienne, est toujours présenté comme le seigneur propriétaire qui a mené la campagne de propagande la plus active, la plus efficace. On parle toujours de la manière dont il a promu sa colonie. Or, un tel jugement mérite d'être nuancé. Alors, Penn publie 25 imprimés en anglais, en néerlandais et en français entre 1680 et 1687. Mais les seigneurs de Caroline en publient 19. Donc, en fait, ce n'est pas une très grande différence. En ce qui concerne le cas particulier des Huguenots, nous avons un schéma inverse, puisque les seigneurs de Caroline publient entre 1679 et 1686 7 imprimés en français, contre 2 seulement pour Penn dans la même période. Donc, de ce fait, alors que quelques familles réfugiées émigrent en Pennsylvanie, 500 Huguenots s'installent en Caroline du Sud
avant 1690, qui est un chiffre tout à fait significatif. Cela représente 15% de la population de la colonie. Et surtout du fait que Charleston avait été fondé qu'en 1680. Alors, cette différence de nombre de pamphlets publiés pour telle et telle colonie dans telle ou telle langue reflète en fait une stratégie. Une stratégie qui est grandement déterminée par les réseaux de ses propriétaires, réseaux de diffusion, des marchands libraires, les colporteurs, et les orientations religieuses et politiques de ses propriétaires. Alors, par exemple, Penn a recours à ses réseaux Quaker en Angleterre, mais aussi aux Pays-Bas, où le marchand anglo-hollandais Benjamin Furley se charge de faire publier et circuler ses imprimés, notamment le long du Rhin. Penn cible des dissidents britanniques, pas seulement Quaker, et des protestants allemands, néerlandais, voire accessoirement français. Les seigneurs de Caroline utilisent leur réseau londonien, hollandais et genevois pour faire rédiger, publier et distribuer leurs imprimés. Ils délaissent les Néerlandais et les Allemands, ou n'ont pas les ressources ou les contacts nécessaires pour les recruter, au profit des Huguenots et des dissidents britanniques, à savoir des opposants politiques calvinistes, anglais de tout poil, ainsi que des presbytériens écossais. Il ne s'agit pas d'improvisation, mais au contraire de méthodes sophistiquées et cohérentes de publication et de distribution d'une information qui, aux yeux de tous ses propriétaires, doit atteindre un public déterminé et jugé à un moment spécifique, prêt à l'immigration, pour des raisons religieuses ou économiques largement conjoncturelles. Ainsi, pour mobiliser les calvinistes français, les propriétaires de Caroline du Sud se servent de réseaux mis en place par plusieurs générations de réfugiés. Une partie des imprimés sont publiés à Genève chez le même libraire, un certain Jacques de Tourne, qui est un descendant de réfugiés lyonnais et qui a toujours accès à des réseaux de colportage dans les vallées du Dauphiné. Alors que les autres pamphlets ou imprimés paraissent à Londres, à La Haye, et pénètrent en France par La Rochelle et circulent dans les pays charentais et poitevins. Alors, ces imprimés de propagande sont d'une grande diversité. Les plus courts, appelés en anglais broadsides, présentent la colonie en quelques pages. Plus fréquents sont les récits ou relations, tels que la relation de la Caroline par un gentilhomme François, publié à La Haye en 1686, et sont assez longs, entre 30 et 40 pages, ce qui est beaucoup pour l'époque, pour un imprimé. Et le plus souvent écrit de seconde main par un agent des propriétaires qui n'est jamais allé en Amérique. Dans la même catégorie, nous trouvons les descriptions, ou en anglais accounts, telles que Description de la Caroline près la Floride, publiée à Genève en 1684, qui est une traduction d'un imprimé anglais, publié à Londres en 1682 et intitulé An Account of the Province of Carolina in America. Alors, il existe aussi des recueils de lettres, véritables morceaux choisis, et qui sont très en vogue car ils donnent un caractère dit authentique à la propagande. Alors, Penn publie un recueil de diverses pièces concernant la Pennsylvanie, à La Haye en 1684, et les seigneurs de Caroline insèrent des extraits de lettres dans leur Suite de la description de la Caroline, publiée à Genève en 1685. Dans la plupart des cas, les propriétaires et leurs agents se procurent, sans doute en les achetant, notamment à Londres, à la Carolina Coffee House, lieu où se rassemblent capitaines, marchands et futurs colons, ou même au temple huguenot de Threadneedle Street Church, qui était le plus important temple protestant français à Londres, des lettres qu'il publie avec des modifications. Pour l'un de ces recueils, l'original d'une lettre a survécu, ce qui est très rare. Et il s'avère que, hormis les salutations et autres formes de politesse destinées aux correspondants du réfugié, le texte est publié intégralement, sauf point important, une référence au décès d'un des enfants de l'auteur. Alors, il ne faut cependant pas être dupe, car s'il est indéniable que les auteurs de ces lettres ont pu être légitimement impressionnés par l'Amérique de l'époque, le plus souvent, ils dressent un tableau très élogieux de ces colonies parce que, souvent isolés, ils souhaitent convaincre parents et amis de venir les rejoindre. D'une certaine manière, ils font eux-mêmes de la propagande, ce que savent pertinemment les propriétaires des colonies. Et pour cette raison, il faut se garder d'opposer d'un côté imprimés mensongers et lettres sincères des colons, car en lisant tous ces documents, chacun a du mal à cerner ce qui est vrai, imaginé ou prétendu.
D'autres imprimés se présentent sous la forme d'une série de questions et de réponses, telles que réponse à 24 questions touchant la Caroline, ou questions et réponses faites au sujet de la Caroline, sont publiées dans les années 1680. Quoique rédigées par les propriétaires et leurs scribes, ces questions paraissent néanmoins, entre guillemets, authentiques et reflètent les préoccupations, les espoirs et les craintes des migrants potentiels en s'inspirant de pétitions formulées par des réfugiés curieux de savoir ce qui les attend une fois parvenus outre-Atlantique. Beaucoup de ces questions, en effet, touchent d'une manière très pragmatique à la fertilité de la terre, à la douceur du climat, au prix du passage transatlantique, à la présence de villes, aux métiers les plus nécessaires, etc. Alors voyons maintenant l'argumentation qui est présentée dans ces imprimés. Comment vend-on l'Amérique en fait? Donc l'argumentation dans ces imprimés varie peu d'une colonie à une autre et d'une latitude à une autre, même pour les questions de climat d'ailleurs. Et elle demeure largement stéréotypée et plagiée. Les auteurs commencent généralement par une présentation géographique et topographique de la colonie, puis décrivent son économie, sa population, sa vie religieuse et son système politique, parfois avec un extrait de la charte de colonisation qui garantit la légitimité du projet. Alors sur ce point, et avec une certaine originalité, dans Questions et réponses faites au sujet de la Caroline de 1684, les seigneurs propriétaires expliquent aux Huguenots, je cite, qu'un roi américain, en guerre avec les autres rois du pays, en fait en Virginie, appela à son secours les Anglais et leur fit don du pays par un contrat, moyennant qu'ils l'assisteraient dans cette guerre. Donc on voit que la terre aurait été donc donnée par un chef amérindien aux Anglais en échange d'une protection contre d'autres nations. Alors sans surprise, l'agriculture, que ce soit les récoltes ou l'élevage et la pêche, tiennent une place prépondérante dans ces documents. Il s'agit de présenter l'énorme potentiel agraire de la nature américaine à grand renfort d'énumération. L'Amérique offre tout ce dont un fermier a besoin, et ceci à un moindre coût et sans autant d'efforts que dans la vieille Europe. En Amérique, tout pousse mieux, plus vite, plus haut et avec moins de travail. Comme l'écrit Durand du Dauphiné, dont j'ai parlé tout à l'heure, les fruits et les légumes de Virginie sont d'une grosseur monstrueuse et très bons. Quant à un réfugié d'Orléans établi en Caroline du Sud, il y est assuré d'y faire le meilleur vin qu'on ne saurait faire en aucun lieu de l'Europe. Alors, pour illustrer la fertilité de la terre, son potentiel pour la sériciculture et cette idée de facilité, une anecdote véhiculée dans les imprimés raconte qu'un, je cite, meurier est venu depuis environ 1 an d'une mûre tombée à terre. Donc, il n'y a même pas besoin de la planter. Même cette Caroline réussit aux enfants, qui, je cite, viennent ici très bien et sont plus gros et plus gras qu'en France ou en Angleterre. Les rivières abondent en poissons et la baie de Charleston regorge, je cite, de très bonnes huîtres en si grande quantité qu'il y en a assez pour nourrir tout un royaume, sans oublier les perles fort blanches que l'on rencontre dans plusieurs de ces huîtres. Alors, l'Amérique est ainsi le pays de la fertilité, de l'abondance, de la facilité. Mais un réfugié prévient ses correspondants, en fait pour atténuer des rumeurs négatives circulant à Londres à propos des colonies. Je cite, « La Caroline est un fort bon pays à celui qui n'est pas paresseux. » De ce point de vue d'ailleurs, comme l'explique un Huguenot de Boston, les Français n'ont rien à craindre de la concurrence des Anglais car, je cite, « Si nos pauvres frères réfugiés qui s'entendent à travailler les terres venaient de deçà, ils ne pourraient que vivre fort commodément et gagner du bien car les Anglois sont beaucoup feignants. » D'un point de vue politique, les imprimés promettent justice, équité et sécurité. Les lois des colonies sont garanties essentielles, en totale harmonie avec celles de la métropole, et les formes de gouvernement sont équilibrées. Un colon suisse de Caroline explique à son correspondant que le gouvernement anglais est fort doux et autant libre que le nôtre, et rien de tout ce qui concerne le public ne peut se faire que par le consentement du Parlement. En ce qui a trait aux impôts, le réfugié d'Orléans, dont je vous avais parlé tout à l'heure, informe son correspondant, sans doute perplexe, qu'il n'y a point en Amérique, je cite, de sens, ni de taille, ni d'argent pour les grands chemins, ni pour les cheminées, ni de loyer de maisons. Les auteurs d'imprimés insistent également sur le rôle des assemblées, dans lesquelles les habitants sont largement représentés. Cependant, d'une manière qui pourrait paraître surprenante,
l'argumentaire religieux tient peu de place dans ces documents. Dans sa lettre aux Huguenots, Penn se montre peu loquace en matière de liberté de conscience. Alors, est-ce parce que la faiblesse de l'Église d'Angleterre en Amérique est connue de tous, ou si chacun sait que le pluralisme religieux attire les protestants du continent en Amérique? Mais cette tolérance, en fait, n'est pas mise explicitement en avant par les propriétaires de colonies. Donc, le rêve américain est essentiellement agraire. L'Amérique offre avant tout l'accès à la propriété et, moyennant un investissement minimum, à l'aisance. Comme l'écrit un réfugié, je cite, « Un homme qui aura ici 2000 écus vivra mieux qu'un gentilhomme de 4000 eaux de rente ne saurait vivre en France. Même un homme qui aura un couple de nègres, une plantation faite, une servante pour faire son ménage, pour traire les vaches, avoir soin des cochons, des volailles et du colombier, peut vivre fort heureusement, et c'est une chose que chacun peut avoir en ce pays à peu de frais. Même la chasse n'est plus un privilège, mais accessible à tous en raison de l'abondance de gibier et surtout parce que, comme il est écrit dans la description de la Caroline, publiée en 1684, au prix, je cite, d'une livre sterling au plus de gages par an, chacun peut engager un chasseur indien qui, je cite, pourvoit de toutes sortes de venaisons et de gibier toute l'année, une famille de 30 personnes, autant qu'elle en peut manger. Donc, les imprimés de propagande, comme l'historien britannique David Cressy le souligne au sujet de la Nouvelle-Angleterre au début du XVIIe siècle, projettent autour du lecteur un climat, je cite, un climat d'attente et d'hyperbole. Leurs auteurs ne sont pas une exagération près, dans un sens comme dans l'autre. Les pieds de vigne sont gros comme des jambes, un bœuf revient en Amérique au prix d'une poule en Angleterre, les alligators sont petits et peureux, un enfant peut tuer un serpent à sonnette avec un jouet, nul cyclone en Caroline, mais que de fortes tempêtes. Nulle maladie, je cite, à la réserve d'une colique qui est causée par le trop grand usage d'un breuvage appelé punch. En fait, il s'agit de ce que les Anglais appelaient le dry belly ache. C'était le nom qu'on donnait à ce mal dans les îles anglaises. Et en français, on appelait ça la maladie du ventre sec, qui était en fait due aux tuyauteries de plomb des distilleries. Quant au climat de Caroline, je cite, « Il est tempéré comme vous pourriez dire le Languedoc ou l'Italie, affirme-t-on, ce qui est une bien belle exagération, bien sûr. » Toujours en Caroline du Sud, on prétend que l'été n'est pas si chaud qu'en Virginie ni aux autres colonies rendant vers le septentrion et que l'air y donne un grand appétit et une prompte digestion, ce qui rend les hommes du pays plus gais, plus dispos, plus enclins à toutes sortes d'exercices qu'on ne l'est en Angleterre. Donc, on retrouve ici ce que Daniel Roche appelle la géographie des délices, qui se retrouve aussi dans les descriptions de la France à la même époque. L'objectif n'est pas de dire la vérité, mais de convaincre, en trompant le lecteur si nécessaire. Mais cette tromperie est davantage due au souci de répondre aux attentes supposées des réfugiés, et dans un climat de concurrence acharnée et par esprit de surenchère, de proposer mieux que les autres. D'autre part, beaucoup parmi les auteurs d'imprimés n'ayant jamais traversé l'Atlantique, il est possible qu'ils projettent leurs propres illusions dans leurs écrits et qu'ils en soient d'ailleurs eux-mêmes les premières victimes, sans nécessairement vouloir tromper. Il est possible également qu'ils se prennent au jeu de l'hyperbole et par souci stylistique cherchent à impressionner le lecteur, les commanditaires et leurs concurrents avec des formules et des images extravagantes. Il est vrai qu'en cette fin de XVIIe siècle, la concurrence est vive, non seulement entre les propriétaires de colonies, mais aussi entre ces derniers et des riches propriétaires terriens qui souhaitent également recruter des colons. Sans compter, dans le cas des Huguenots, des princes allemands qui cherchent toujours à repeupler leur domaine suite au ravage de la guerre de 30 ans. Donc, on recrute des colons Huguenots aussi en Europe au même moment. Et dans un esprit de véritable contre-propagande, des auteurs essaient ainsi de dissuader les migrants de s'établir tantôt en Pennsylvanie, tantôt en Caroline. Il y a un imprimé qui s'intitule « Remarques sur la nouvelle relation de la Caroline », publié en 1686, qui parle par exemple des massacres des Français protestants en Floride en 1565, donc un siècle auparavant, pour dire que la Caroline il ne faut pas aller en Caroline du Sud parce qu'elle est trop proche d'un territoire aux mains d'Espagnols, je cite, « fourbe et cruel ». C'est en Virginie que la fondation des Carolines et de la Pennsylvanie suscite le plus de crainte, car cette colonie perd des habitants dans les années 1680.
Et comme le déclare avec pertinence Durand du Dauphiné, sans doute à la solde de Virginien, il n'y a aucun propriétaire qui n'a pris le soin de faire imprimer des relations comme en Caroline ou en Pennsylvanie. Et ce Durand voit plusieurs raisons de préférer la Virginie à la fois aux colonies plus septentrionales et plus méridionales. En Caroline du Sud, il fait trop chaud pour cultiver le froment. Il n'y a pas de tabac, grande source de revenus, ni de commerce. Et je cite, le pays est trop plat pour qu'il y ait de bonnes eaux. Dans le nord, il fait trop froid, ce qui empêche les esclaves et les engagés de travailler 3 ou 4 mois par an à cause de la neige et de la glace. Et il n'y a non plus ni tabac ni vigne. Alors, publié en 1687 à La Haye et intitulé plus explicitement « Voyage d'un François exilé pour la religion avec une description de la Virginie et du Maryland dans l'Amérique », ce texte de Durand offre une description en français assez unique en fait, de la Virginie à la fin du XVIIe siècle. Mais au-delà de sa valeur comme document, le mystère qui entoure son auteur et son côté roman picaresque en font aussi un texte fascinant. Et les historiens se sont tour à tour interrogés sur l'identité, voire l'existence même de ce réfugié et sur sa sincérité. L'aspect romancé de ce récit de voyage, les attaques continuelles contre les colonies situées au sud et au nord de la Virginie, où, rappelons-le, Durand n'a jamais séjourné, et le temps extrêmement court, tout juste quelques mois entre le départ de Durand de Londres, son retour en Europe et la publication de son récit aux Pays-Bas, sont à l'origine de ces interrogations. Pourtant, Durand a réellement existé. Il est véritablement dans les archives. Toutes ces références au milieu réfugié londonien et à la vie quotidienne dans la baie de Chesapeake, à l'exception d'exagérations et d'anecdotes respectivement destinées à séduire et à divertir le lecteur, correspondent à la réalité historique. Mais son témoignage doit néanmoins être lu avec prudence, car il s'agit bel et bien d'un imprimé de propagande astucieusement déguisé en récit de voyage, lui-même à la lisière du roman. Il est vraisemblable que, comme il l'écrit au début de son récit, Durand ait réellement voulu s'installer dans les colonies anglaises outre-Atlantique, mais que, désillusionné par sa nouvelle vie américaine, il ait désiré retourner en Europe et que, sans le sou, il se soit arrangé avec de riches Virginiens pour rédiger un imprimé en échange d'une somme d'argent qui lui aurait permis de payer son voyage retour et de s'installer aux Pays-Bas. Pour finir, rappelons qu'entre les périls de l'océan, la douleur de l'éloignement, la beauté des haves, l'abondance et la fertilité de la terre et l'espoir de vivre sous un gouvernement modéré, qu'en est-il pourtant de ce paradis terrestre tant annoncé? En fait, la vie américaine pour ces réfugiés et les colons en général fut un rude apprentissage. Au Massachusetts, donc tout au nord, un établissement huguenot fut détruit par un raid amérindien en 1695. Dans le Rhode Island, au début des années 1690, les réfugiés français durent en abandonner un autre en raison d'un harcèlement continuel de la part de colons anglais. Rappelons que la France et l'Angleterre sont en guerre entre 1689 et 1697. En Caroline, le contexte climatique et épidémiologique éprouva durement les réfugiés. Lors de l'épidémie de fièvre jaune de 1699, près d'un quart de la communauté française de Charleston, dont un des 2 pasteurs, périt en tout juste 2 mois. La Caroline du Sud, véritable paradis terrestre selon toutes ses relations, subit entre 1684 et 1718, soit à peine 35 ans, 4 épidémies de paludisme, 4 de fièvre jaune, 2 également de petite vérole, 3 cyclones, 1 incendie, une attaque espagnole et une autre attaque franco-espagnole, ainsi que 2 guerres indiennes. Mais, malgré ces dangers, l'Amérique offre un marché formidable pour les artisans et de belles opportunités pour les marchands, mais surtout donne à tous l'occasion d'acquérir de vastes propriétés. À titre d'exemple, mentionnons qu'en Caroline du Sud, les réfugiés ont acquis une moyenne de 350 hectares par famille entre 1680 et 1711, ce qui représente un chiffre considérable, même dans le contexte nord-américain. Enfin, même pour les plus démunis et les moins chanceux d'entre eux, l'Amérique offre au minimum la possibilité d'une vie libre et indépendante. Sur ce point, les auteurs d'imprimés de propagande n'ont pas menti. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons donc partagé tous ces rêves, tous ces rêves de traversée de l'Atlantique et ce fameux rêve américain que vous nous contez déjà pour ce XVIIe siècle à travers ces différents textes et relations.